Il est ouvert depuis le 28 octobre dernier. Après des années de combat pour sa mise en œuvre, le musée Dreyfus a été inauguré en présence du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, comment le musée a-t-il été conçu? Comment sont présentées les grandes étapes de l'affaire Dreyfus? Eh bien, nous en parlons ce matin dans l'Air du Temps. À mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Francine Chapireau, notre journaliste spécialisée en art et en culture. Bonjour Francine. Bonjour Léa. Et ensemble, Francine, nous avons le grand plaisir de recevoir et d'accueillir Louis Gauthier. Louis Gauthier qui est le président de l'association Maison Zola Musée Dreyfus, puisque le musée Dreyfus est à proximité de la Maison Zola. Louis Gauthier, bonjour. Bonjour Léa. Bienvenue à Bonjour, vous Francine. dans l'Air du Temps et sur Radio J. Francine, c'est à vous. Alors, cher Louis, cher président, ce titre est loin d'être purement honorifique, car vous avez mené d'abord avec Pierre Berger pour la Maison Cocteau, puis seul pour l'association Maison Zola Musée Dreyfus, le long combat idéologique et culturel, juridique et financier qui a abouti à l'inauguration par le président Emmanuel Macron du musée de l'affaire Dreyfus au sein même de la maison Émile Zola. Pour faire court, comme haut fonctionnaire spécialiste des questions internationales, stratégiques et de défense, vous avez dirigé de 2014 à 2018 le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Vous avez ensuite été chargé par le président Macron d'une mission sur la défense européenne. Vous êtes fondateur et dirigez actuellement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la chaire Grands enjeux stratégiques européens. Et vous avez exercé de hautes fonctions auprès de Jack Lang à la culture, de Pierre Joxe et de Lionel Jospin, et vous présidez actuellement la 3e chambre de la Cour des comptes. Vous avez siégé au conseil d'administration du journal Le Monde, et j'en passe. Votre vie professionnelle et votre investissement bénévole, celui d'un acteur engagé au service de l'intérêt général, ont permis l'aboutissement de tous ces projets. Alors, en ce qui concerne la Maison Zola Musée Dreyfus, pourquoi avez-vous voulu réunir en une seule entité la maison dédiée aux souvenirs de l'écrivain romancier et le musée de l'affaire qui a secoué le monde entier, celle du capitaine Dreyfus, victime d'une terrible erreur judiciaire? Ça paraissait presque évident. Les deux hommes se sont rencontrés, moins d'ailleurs personnellement et physiquement que dans les combats qu'ils ont menés pour que la vérité éclate sur l'affaire Dreyfus. Cette rencontre entre Dreyfus et Zola, rencontre intellectuelle, morale, pour un combat sur la justice, d'une certaine manière, rien n'était plus logique que de lier leur destin en colocalisant un musée Dreyfus à côté de la maison de Zola. Il faut savoir que à la mort de Zola, Madame Zola avait donné la maison à l'assistance publique de Paris, qu'il avait transformée en maison de convalescence pour jeunes, pour enfants, et avait construit dans le parc un lazaret. Et c'est ce lazaret qui, réhabilité, rénové, avec une muséographie, accueille aujourd'hui le musée Dreyfus. L'idée, elle est venue, je dirais, assez logiquement, assez spontanément, appuyée par Elie Wiesel, qui a été le parrain d'honneur. Et puis vous avez cité évidemment Pierre Berger, qui a été le premier à s'intéresser à la réhabilitation de la maison de Zola, qui était en très mauvais état, et qui pensait qu'au fond, dans Zola, bien sûr, il y avait le grand romancier, mais il y avait ce moment de la conscience humaine, l'auteur de J'accuse, et la dénonciation de l'injustice, et que, par ailleurs, notre pays n'avait pas de lieu pour témoigner de cette affaire si importante pour notre pays et notre République. Alors pourquoi, Louis Gauthier, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Tout à l'heure, je disais, un combat, lutte pour en arriver à mettre en œuvre ce musée. Qu'est-ce qui s'est opposé, si vous voulez?
Il n'y a pas eu vraiment d'opposition. Il y a eu la nécessité de mobiliser. Bon, mobiliser, ça veut dire trouver de l'argent, ça veut dire racheter à l'Assistance publique de Paris la propriété, ça veut dire obtenir le label Musée de France, ça veut dire avoir un projet muséographique, scientifique. Philippe Auriol dirige aujourd'hui ce musée, un conseil scientifique avec Duclerc, avec Marie-Hélène Haug, avec voilà, donc un projet qui nécessitait forcément une préparation. Il y a eu le Covid qui nous a aussi retardé un peu. Et puis, on avait une première tranche qui a été la réhabilitation de la maison, qui elle est terminée vers 2016. Et puis, on rouvre dans la foulée le chantier du musée. Donc, le musée, il ouvre. Le musée, il commence vraiment à la fin de 2018. Il est un peu stoppé par le Covid. Voilà, c'est. Alors après, il a fallu le concevoir. Et là, pour le concevoir, c'est une autre affaire. C'est toute la conception du musée, la préparation, la muséographie, d'autant que c'est pas un musée au sens classique du terme. On veut que ce soit un musée pédagogique, didactique, qui bien sûr honore la mémoire de Dreyfus, de ceux qui ont combattu avec lui pour sa cause et pour la justice. Voilà, tout le camp des Péguy, des Clémenceau, en commençant par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus. Mais au-delà de ce lieu de mémoire, c'est la volonté de transmettre les leçons de l'affaire Dreyfus aux nouvelles générations. Et de l'affaire Dreyfus, on tire pour notre République, mais pour notre société d'aujourd'hui, toute une série de leçons. Le rôle des médias, aujourd'hui on dirait les lanceurs d'alerte, le rôle de la justice face à la raison d'État, et puis la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et ce musée s'adresse d'abord à des jeunes. Et il y a d'ailleurs une partie du musée, une grande salle en bas, qui est une salle pédagogique, de façon à ce que les enseignants puissent accompagner de leur classe, collégiens, lycéens, c'est plutôt le cœur de cible, puissent débattre, après avoir vu le musée, en tirer toutes les leçons. Ça n'est pas un musée comme les autres, donc ça n'est pas un musée conservatoire, mais un musée ouvert vers l'avenir. C'est un musée... Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Des experts viendront et découvriront des documents qu'ils n'ont jamais vus. C'est un musée vivant. Il y a à la fois des documents qui sont présentés, des objets, des caricatures, mais aussi des films, des douches sonores. On peut trouver, par exemple, une sorte de jukebox où on entend à la fois les chansons antisémites de l'époque et au contraire les chansons pour Dreyfus. Le film de Méliès, qui est peu donné, et là je remercie d'ailleurs la Fondation Méliès de nous avoir donné la possibilité de le diffuser dans l'exposition. Donc c'est un musée très vivant et qui se termine par un geste d'artiste. Parce qu'on ne peut pas conclure l'affaire Dreyfus, elle est ouverte. Et donc c'est Bob Wilson qui a accepté d'avoir le dernier panneau d'un cheminement sur 2 étages qui permet de partir d'abord de ces 2 destins, la présentation de Zola et de Dreyfus dans leur contexte familial, ensuite l'affaire, le j'accuse, et puis toute une pérégrination qui nous amène à l'écho formidable de l'affaire Dreyfus au plan international. On l'oublie aussi, c'est une affaire qui va tenir en haleine la France, c'est dans un combat fort pour la vérité entre 1894 à 1906, mais les conséquences internationales sont aussi majeures. Alors, comme le disait Francine, c'est pas un musée comme les autres. Là, il y a une affaire. Et dans cette affaire, il y a les 2 camps. Vous l'avez dit, on entend les chansons aussi anti-dreyfusardes. Mais comment est-ce que vous présentez justement cette erreur Est-ce qu'il y a une scénographie ou quelque chose de particulier dans ce musée pour montrer l'erreur, la difficulté pour le camp dreyfusard aussi de prouver que c'était vraiment une erreur, et de l'antisémitisme aussi? L'erreur, c'est une machination. La machination, voilà. Parce qu'il y a peut-être eu au départ une erreur, mais... Une erreur ou disons une incertitude, mais le soupçon, il se dirige quand même sur des raisons qui sont au départ l'antisémitisme. Et ensuite la machination pour couvrir la fabrication de preuves, faute de pouvoir administrer... Comment vous juxtaposez les 2 camps, ce que je veux dire, c'est ma question. Alors on commence par ça. On commence d'ailleurs par une pièce qui montre toute une série de portraits mêlés, parce que l'idée, c'est justement de permettre à des jeunes, notamment à partir de tablettes, de reconstituer
finalement les deux clans, et de voir à partir de personnages qui leur disent pas forcément grand-chose, même s'ils sont des personnages historiques importants, de reconstituer eux-mêmes les deux clans. Et puis, comme je vous le dis, c'est tout un parcours sur 2 étages, donc qui permet de scander l'affaire à travers aussi sa chronologie. Avec de nouvelles technologies qui, justement, interpellent les jeunes et moins jeunes. Et ce qui fait, à mon sens, la spécificité de ce musée, c'est que le visiteur... la présentation fait en sorte que le visiteur tire lui-même les conséquences de cette affaire. Voilà. C'est vrai, Francine, mais je dirais c'est d'autant plus évident que la violence, quelquefois, des documents qu'on présente. Hélas, aujourd'hui, la vie politique, le débat politique nous ramène une partie de cette violence, parfois. Mais la violence des termes, la violence des caricatures, qu'est-ce qui vous des a charges. justement... Il y a un document ou quelque chose qui ressort et qui S'il vous n'y a... en avait qu'un. Ouais. S'il n'y en avait qu'un. Mais il y a des agrandissements de caricatures, il y a toute une présentation historique extrêmement serrée. Il y a aussi des choses qui sont très émouvantes, les lettres de Dreyfus à sa femme, les courriers, les échanges aussi de Zola à Dreyfus, et puis bien sûr le manuscrit du J'accuse, la grande page de l'Aurore, enfin je pense qu'il y a comme ça la possibilité de voir le musée qui est très riche en prenant tout son temps. Et il y a des scansions qui fait que sur des grands documents, il y a par exemple la photo de Dreyfus prise par Bertillon après sa dégradation. On voit que c'est un homme absolument dévasté. Cette photo est bouleversante. Elle n'est pas inconnue, mais elle est présentée là. Elle est évidemment très forte. De même. Oui. Est-ce qu'il y a l'enregistrement de la voix ? Avec des spectateurs, on voit... Alors, l'enregistrement de la voix, c'est une bonne question, parce qu'on n'a qu'un enregistrement de Dreyfus, mais très postérieur à la fin de l'affaire, où il a été enregistré pour une archive sonore réalisée pour ça. Oui, donc on entend la voix de Dreyfus. Et je reviens sur la photo que vous évoquiez. C'est assez sidérant de voir comme les gens avaient loué leur place aux fenêtres pour voir la dégradation de Dreyfus, ce qui montre la violence du sentiment antisémite à l'époque. Et Dreyfus dira, parce que c'est vrai qu'on insiste sur la cause Dreyfus, mais l'homme, la dignité de l'homme dans la défense de la vérité, dans son combat pour la justice, on a tendance à l'oublier, à le faire passer en second. Il ne faut pas oublier les années de déportation, il ne faut pas oublier, et y compris d'ailleurs dans ce qui est la scène de sa dégradation, on lui fait revêtir ce vêtement d'infamie, parce que c'est Polanski qui m'avait expliqué ça quand il a voulu lui-même faire le film, c'est qu'on ne pouvait pas évidemment dégrader Dreyfus en arrachant les boutons s'il n'avait pas été prédécousu, de même donc tout l'uniforme avait été préparé, de même que le sabre avait été limé, et lui dit c'était un supplice pire que la mort. Supplice pire que la mort. Et c'est vrai que dans cette affaire, finalement, l'homme, Dreyfus, lui, qui était-il ? Quels étaient ses sentiments ? Ça, est-ce que vous y avez pensé dans le musée ? Est-ce que il y a une part de lui Et la deuxième salle, c'est justement la présentation de l'homme privé. Donc effectivement, on restitue aussi à travers la grande leçon qui est celle de la cause et finalement de ce combat pour la justice. Évidemment, l'homme et les deux hommes, à la fois Zola et à la fois Dreyfus, parce que Zola aussi pour ce combat pour la vérité, a misé beaucoup de lui-même. Il a risqué, il a été jusqu'à des... C'est pas une provocation, mais sur des dénonciations de cette machination qui l'ont conduit à être condamné pour dénonciation calomnieuse, à devoir s'exiler ou à être mis en prison. Il a lui-même... et puis il a subi l'ordure des injures, des invectives. On oublie que quand même qu'au moment de l'enterrement, enfin de Zola au Panthéon, il y a encore une tentative d'assassinat sur Dreyfus, Louis Grégory en 1906.
Donc c'est une affaire d'une grande violence. C'est une affaire très complexe, pardon, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas quand on est néophyte. Hein, on la connaît mal, cette affaire. Elle renferme beaucoup de petits détails, de secrets, encore peut-être. Oui, je pense que la vérité est complètement livrée, mais je pense qu'il est toujours important d'y revenir pour en tirer encore pour aujourd'hui toutes les leçons. Et alors, il y a un point qui est développé aussi dans le musée en ce qui concerne le destin et l'histoire de la communauté juive française et internationale. Quelle a été la centralité de l'affaire? Quelles incidences a-t-elle eu sur la formation de l'État d'Israël? Vous avez raison, Francine, parce que Théodore Herzl, qui va couvrir pour Die Neue Freie Presse, le journal de Vienne, l'affaire Dreyfus, va rentrer dans cette conviction qu'il faut trouver une terre d'élection et retrouver la logique de la terre d'Israël, ce qui va l'amener à créer. On est en plein dans l'affaire Dreyfus. En 1897, le congrès sioniste à Bâle. C'est la naissance du sionisme. Cette affaire, c'est aussi la naissance du sionisme. C'est les deux messages. À la fois la naissance du sionisme et de la reconnaissance de la terre d'Israël, et puis c'est la question du rapport de la République et aussi de l'intégration. Au fond, Dreyfus, c'est le combat d'un Français pour faire valoir les valeurs de la République française. Et le triomphe de la vérité, au fond, l'affaire Dreyfus, par son aboutissement, sauve la République du déshonneur. Et ça, c'est le combat de Dreyfus, c'est le combat de Zola, mais c'est d'abord le combat personnel de Dreyfus, et qui ne cède en rien. Sur ce point. Et c'est un combat, une problématique qui reste malheureusement très actuelle, celle de l'intégration. Alors le musée justement permet de donner, on voit bien aujourd'hui après les affaires Paty ou d'autres, combien ces questions sont réinterrogées, plus au cœur même de la société, parce que Dreyfus c'est les combats de la République, de la Troisième République naissante, voilà, pour l'état de droit, pour les valeurs, etc. Le musée donne aujourd'hui à des interrogations, je pense notamment aux professeurs, des matériaux des matériaux historiques qui leur permettent aussi d'élaborer des réponses pour le temps présent. Parce qu'on voit bien que, notamment dans les enquêtes qui sont faites auprès des enseignants, parler de la laïcité, on n'en parle pas en l'air. Et donc là, il y a des possibilités de partir de matériaux historiques pour tirer, comme je l'ai dit, des fils jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi longuement développé la question du rôle et de l'importance de la presse dans la diffusion de l'information ou de la désinformation. Elle est essentielle. Bon, on a évoqué l'Aurore avec J'accuse, le Figaro, qui a aussi été au départ en partie, Die Neue Freie Presse que j'évoquais à l'instant. Le rôle de la presse a été décisif. Alors aujourd'hui, la presse, c'est les médias, c'est autre chose. Et à l'inverse, on voit bien que par rapport à un discours ou à l'information, la vérité, comment régler dans un monde qui comporte aussi les réseaux sociaux, comment faire vivre toutes ces questions qui, quelquefois, ont besoin d'être canalisées, dirigées, réfléchies. Et donc, le musée y permet ça à travers cet itinéraire, et notamment en s'adressant à des jeunes. Il y a une phrase de Zola que je répète, qu'il a dans sa lettre à la jeunesse, qui se termine « Où allez-vous, jeunes gens ?» Et j'emploie la fin de sa lettre en disant il souhaiterait qu'ils aillent, je souhaiterais qu'à la sortie du musée, ils aillent à la vérité, à l'humanité, à la justice, qui est la conclusion de la lettre de Zola à la jeunesse. Comment les descendants de Dreyfus vous ont-ils aidé dans la conception de ce musée? Est-ce qu'ils ont déjà apporté leur... Oui, c'est unanime. D'abord, Charles Dreyfus est le vice-président de l'association depuis le début. Et voilà, la famille nous a accompagnés dans toute cette aventure. Nous a confié aussi des dons, nous a prêté des œuvres qui étaient en main privée.
Vous êtes le seul et unique musée Dreyfus. Aujourd'hui, vous rassemblez tous les documents sur Dreyfus. Vous en avez la possibilité. Il y a d'autres fonds en Bretagne. Le MAGE. Et le MAGE a fait une exposition d'ailleurs il y a une dizaine d'années au moins. Et donc voilà, aussi, c'est pas exclusif. Il y a la Bibliothèque nationale, il y a d'autres documents. D'ailleurs, quand nous n'avons pas les documents, on fait de la reproduction, ce qui souvent d'ailleurs permet de protéger des originaux qui peuvent être fragiles. Et vous pouvez aussi créer des liens avec mais bien sûr, lieux. c'est une communauté qui se crée, qui vit. Et heureusement, la numérisation, les portails permettent d'avoir des accès aux fonds d'archives divers, même s'ils ne sont pas tous localisés à Médan, et même l'essentiel est ailleurs. Le bâtiment lui-même, le bâtiment lui-même, comment est-ce que il est vaste? Il y a plusieurs étages. Il y a 3 étages, la grande salle pédagogique du bas, et puis les 2 étages qui permettent de faire ce parcours autour d'une douzaine de salles. Et vous disiez dans une précédente interview que la salle principale, puisque vous parlez d'étages, était au sous-sol, la salle pédagogique. Oui, parce que la salle pédagogique, c'est celle de l'avenir, c'est celle de demain, c'est celle des discussions avec les jeunes et avec les générations nouvelles qui ont entre leurs mains l'avenir de notre société. De régler. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes déjà de classes. Oui, on est même un petit peu dépassé par le succès, mais c'est normal, c'est la phase d'ouverture. Après, les choses se canaliseront et notamment dans l'organisation des visites faites avec les établissements scolaires et les lycées, les collèges de l'académie et au-delà de l'académie. De Paris ou de Versailles. C'est beaucoup ciblé sur les jeunes. Vous les recevez d'une certaine manière. Vous avez des guides pédagogiques pour. Alors oui, bien sûr, il y a des tutoriels puisque la maison, là, il y a généralement un guide conférencier qui fait visiter les groupes et la maison, on souhaite que ce soit fait avec les enseignants qui préparent la visite à partir de tutoriels et puis qu'à l'issue de la visite puissent prolonger l'échange en faisant la classe ou par un échange avec. C'est une présentation très interactive. C'est ce qu'on a voulu. Si vous l'avez ressenti comme ça, oui, c'est ce qu'on a voulu. Oui. À la différence des présentations habituelles. Dans quelle mesure c'est interactif il va y avoir des développements qui vont le rendre encore plus interactif. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'à partir de tablettes, on pourra, par exemple, repérer dans le panneau la photo de Clémenceau et puis retrouver le petit historique qui permet. J'évoquais les chansons de Dreyfusard, Entrée Dreyfusard, j'évoquais les douches sonores, j'évoquais tout ce qui permet, grâce à l'informatique, à la numérisation, à la vidéo, de rendre les choses. Alors, je vous propose pour conclure de retrouver la voix justement du capitaine Dreyfus. Il n'en existe qu'un seul enregistrement. On l'écoute au présent. Le 20 juillet 1906 fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Oui, alors on retrouve ce parler de cette époque, de la fin du 19e siècle. C'était un monsieur, Dreyfus était un monsieur, un cadre, un homme polytechnicien, officier, très carré, très sévère. On le sent un petit peu aussi dans cette façon de s'exprimer. Ça a joué aussi sa personnalité dans l'affaire. Oui, ça a joué peut-être parce que justement il avait toujours une certaine réserve. Distance. Oui, à la fois en se respectant lui-même, en forçant les autres à respecter la cause et en forçant la République à se respecter elle-même. C'est ça la très belle leçon. C'est pour ça que moi toujours j'ai vraiment veillé avec les autres, comme je l'ai dit, les muséographes, les scientifiques, le directeur, mais j'ai quand même veiller à restituer cette personnalité de Dreyfus qu'on a parfois tendance à effacer derrière l'immense cause qu'il a représentée dans ce combat. Merci infiniment Louis Gauthier. Merci Francine d'avoir été avec nous, Francine Chapiro. Alors je rappelle l'adresse du musée Dreyfus parce que c'est un détail important. Le 26 rue Pasteur, c'est à Médan, dans le 78 Maison Zola, musée Dreyfus, 01 39 75 35 65. C'est le numéro de téléphone pour les contacter et pour préparer sa visite. Merci infiniment Louis Gauthier. Merci Léa. Merci Francine.
Au revoir. Merci Léa. Merci Louis.